L'enregistrement commence. Donc, bonjour à tous, bonjour pour on va commencer la réunion de présentation de la première présentation pour les mobilités, donc pour préparer sa mobilité internationale, donc partir faire ses études à l'étranger ou faire un stage, à partir de septembre, prochain. Donc ce que je vous propose, c'est de partager, notre PowerPoint plutôt que de voir nos têtes, ça sera sans doute beaucoup plus efficace. Voilà. Nous sommes 3 ce soir, donc Sadja Mechkan que vous venez de voir à l'instant. Il y a Patrick Boiton, donc Sadja Mechkan, elle est responsable du service des relations internationales de la faculté Jean Monnet. Donc c'est avec elle que vous voyez toutes les questions relatives à l'administration et elle travaille avec Laurence Wagner. Donc toutes les 2 sont au bureau, A414 qui est au 4e étage du bâtiment A qui se trouve à Sceaux. Donc je sais qu'on a beaucoup d'étudiants qui sont de la faculté, qui sont, sur le campus d'Orsay actuellement, mais vous pouvez tous aussi les contacter, par mail et puis si vous passez à Sceaux, vous passez les voir. Sinon Patrick, Boiton que normalement vous devez voir sur le côté, enfin moi je te vois sur le côté, qui est, vice-doyen des relations internationales pour le droit et en ce qui me concerne, je suis Valérie Nicolas Aymar et je suis vice-doyenne des relations internationales pour l'économie, et la gestion. Alors, c'est là que je vais apprendre à me servir de la diapo suivante, voilà. Alors, au programme de ce soir, rapidement, pourquoi partir à l'étranger et comment partir? Alors, on vous présentera assez rapidement les destinations et les programmes proposés. On vous mettra pas toute la liste complète, puisque celle-ci est encore en cours de constitution, mais d'ici quelques semaines ou quelques jours, on devrait avoir un tableau parfaitement à jour. Les éléments de procédure de candidature, les possibilités de financement. Et puis, on finira sur un rappel de nos contacts et puis aussi les contacts que vous pouvez avoir, notamment auprès des étudiants qui sont déjà partis ou qui ont déposé des témoignages sur le site et qui peuvent donc être source d'informations pour rêver, penser votre mobilité l'année prochaine. Donc, rapidement, pourquoi partir à l'étranger? Donc, ben, nous, on est tous des convaincus, hein, Patrick, Sadja et moi. De toute évidence, c'est une opportunité, personnelle et professionnelle. Donc une opportunité, personnelle, bah, parce que c'est partir, découvrir un autre pays, une autre, culture et même si on part, juste de l'autre côté de la frontière, chez nos voisins, européens, on va, découvrir, des différences avec la France, sur l'organisation, sur la façon de vivre, sur, parfois la façon de penser, la façon de s'organiser, hein, on a tous des systèmes, différents et donc tout ça, c'est source d'information et surtout d'enrichissement personnel et de confrontation à la nouveauté qui nous fait, forcément, évoluer. Professionnel aussi puisque, là aussi vous allez, apprendre de nouvelles choses, améliorer éventuellement une langue et évidemment tout ça, ça ne peut être que valorisé professionnellement. Donc, si je dois reprendre, la rouverture internationale, c'est l'acquisition de soft skills, hein, avec une capacité d'adaptation qui devrait se renforcer, puisque forcément, quand on se confronte à la nouveauté et qu'on n'a pas d'autre choix que de s'adapter, eh bien, les fois suivantes, on est un peu plus fort et un peu plus efficace quand on doit faire face au changement. Et puis, c'est aussi apprendre à communiquer, alors bien sûr, à communiquer dans une langue étrangère, mais aussi à communiquer j'ai envie de dire le body language, hein, donc tout ce qui se passe pas nécessairement par les mots, mais à communiquer avec des personnes, hein, qui, n'ont pas grandi en France, qui n'ont pas toujours les mêmes codes que nous dans la façon d'interagir et ça, ben, c la meilleure façon de l'apprendre, c'est de s'y confronter. On aura beau lire tous les ouvrages et écouter toutes les émissions qu'on veut, la meilleure façon, c'est de le vivre et c'est vraiment une belle source d'approfondissement de tous ces aspects, interculturalité que de partir à l'étranger. C'est aussi la découverte d'autres approches pédagogiques puisque chaque système universitaire, a ses spécificités, alors des parfois plus ou moins proches de celles de la France, mais aussi certains pays vont avoir par exemple moins d'heures de cours, mais plus de travail individuel, plus de méthodes inductives ou des enseignements qui peuvent être différents et donc c'est une façon d'apprendre aussi avec d'autres méthodes pédagogiques et de travailler peut-être différemment. Ce qui bien évidemment sont autant de richesses qui peuvent ensuite être importées quand vous revenez en France. La mobilité internationale est forcément source de valorisation dans le cursus universitaire.
même si on précisera par la suite qu'il y a certains cursus qui n'invitent pas nécessairement à une mobilité internationale, en tout cas au stade de la licence et peut-être plus tard, mais en tout cas au stade de la licence, c'est pas nécessairement toujours une bonne idée, mais ça dépend encore des cursus que vous allez suivre par la suite, notamment en master. Et bien sûr, un atout, ça c'est, indiscutable à 200, un atout indispensable, en tout cas très, très valorisé pour votre insertion professionnelle, notamment par cette compréhension de l'interculturalité, pardon, et évidemment le perfectionnement de langues étrangères qui sont une véritable richesse. Partir à l'étranger, ça veut dire quoi? Ça veut dire, évidemment de relever un certain nombre de défis et on va dire certaines conditions. Si vous êtes en L2 cette année, il faudra évidemment valider sa L2 pour partir en L3, même si, quand vous allez constituer votre dossier, ben, forcément vous ne saurez pas si vous l'avez validé. Mais, si, même quand bien même vous auriez déjà une proposition, de mobilité internationale, si vous ne validez pas votre L2, vous ne pourrez pas partir. Et puis bien sûr, c'est la même chose si vous, envisagez une mobilité, en M1. Il faudra valider sa L3. Une préparation matérielle indispensable, hein. Déjà, une mobilité à l'international, ça implique quand même de s'interroger sur le financement de cette mobilité. Alors comme on pourra le voir tout à l'heure, il y a évidemment des bourses qui peuvent aider, hein, les étudiants, mais ce financement ne peut pas être complètement couvert par des bourses. Donc ça veut dire, s'interroger sur, le coût de la vie du pays où on a envie d'aller ou de la ville, le plan, quels sont le coût du logement notamment, hein. De quelles aides je peux bénéficier pour vivre, sur place? Donc un certain nombre de questions qu'il faut se poser et anticiper, dès à présent. C'est notamment, j'en ai déjà parlé un petit peu, de la question du logement, hein. Il y a certains pays et surtout certaines villes dans lesquelles il peut être difficile de trouver un logement à un prix, accessible, pour les étudiants. Donc là aussi, ça va dépendre de vos capacités financières, mais ça va aussi fortement dépendre du pays et ou de la ville où vous souhaitez aller. Et donc il y a certains pays et certaines villes où on sait qu'il est très difficile de trouver un logement, étudiant. Ne serait-ce déjà en France, on sait que c'est pas toujours évident ou c'est pareil dans certains pays et il peut y avoir certains pays qui sont particulièrement attractifs puisque le coût de la vie est plus faible. En tout cas pour des Français, le coût de la vie est beaucoup plus accessible, notamment dans certains pays, d'Europe, centrale ou d'Europe de l'Est ou le Portugal par exemple où, le niveau de vie, le pouvoir d'achat des locaux est plus faible que le nôtre et donc en tout cas, et oui et nécessite moins de revenus que nous, donc par conséquent, c'est plus facile aussi de vivre dans ce type de destination. Une préparation éventuellement psychologique, hein, si vous êtes, jamais parti de chez vous, de chez vos parents, ça veut dire, voilà, partir avec sa petite valise et puis, partir à l'aventure, donc ça peut être très excitant. Mais ça peut être aussi, source de stress pour vous, pour vos parents, donc c'est quelque chose dont il faut, parler, hein, il faut essayer de se projeter. Même si l'idée c'est pas de vous inquiéter, mais voilà, essayer de vous renseigner sur le pays, comment ça se passe, ou le rendre plus familier pour vous et votre famille et votre entourage. Évidemment, ça demande aussi une préparation linguistique, donc ça, on insiste beaucoup là-dessus, hein, parce que, alors certains viennent de DU anglais-espagnol ou DU anglais-allemand ou DU anglais-chinois, donc vous avez parfois un niveau un peu plus élevé, ne serait-ce en anglais ou dans l'autre langue aussi, que les étudiants qui n'ont pas fait le DU. Mais c'est vrai que les cours que vous avez, à l'université risquent de ne pas suffire pour atteindre un niveau suffisant si vous avez déjà pas un niveau, très, très solide. Donc on considère, hein, on vous conseille vivement d'avoir au minimum un niveau B2. Avec un niveau B2, hein, on peut partir à l'étranger, bien sûr, mais c'est important de se dire que en tout cas, la langue dans laquelle vous allez étudier, doit, être maîtrisée à un niveau B2. Sinon, c'est vrai que c'est très difficile de suivre des cours puisque d'emblée, vous allez vous trouver dans des cours disciplinaires en droit, en économie, en management et donc si vous maîtrisez pas Oui, bien oui, la je langue, sais, ça va si. être compliqué. Donc ça, c'est important. On verra que dans certains pays, quand bien même l'anglais n'est pas la langue native,
il est possible de prendre des cours en anglais. Donc, du coup, la maîtrise de la langue locale est peut-être pas aussi exigeante qu'un niveau B2, mais là aussi, ça sera important de bien regarder ça. Donc, préparation familiale, bon, c'est la préparation psychologique, on va dire, hein. Heu, Préparation, académique, ça va être évidemment, d'aussi de penser à ce que va vous apporter vos études dans le pays étranger. Donc évidemment, une mobilité internationale, c'est intéressant pour renforcer une langue, pour découvrir une autre culture, vivre, autre chose que ce que vous vivez en France. Donc, évidemment, c'est très important. Mais il est aussi, essentiel, de bien aussi, préparer son plan de cours, c'est-à-dire quel type de cours j'ai envie de suivre par rapport au master que vous voulez suivre. Heu, alors pour ce qui est des, types de mobilité, les différents programmes qui vous ouvrent des possibilités de mobilité à l'étranger. D'une part, le programme Erasmus+, hein, donc je pense que vous en avez déjà tous entendu parler. C'est un programme qui est financé par la Commission européenne, qui est ouvert à toutes les universités européennes, hein, donc les gens qui viennent chez nous et puis ceux qui partent, ouvert aux Français, mais bien sûr à tout autre, étudiant, même non français, qui ferait des études dans une université, française, donc évidemment chez nous, Paris-Saclay. Ces mobilités Erasmus+, elles sont ouvertes pour les études, mais aussi, pour des stages au sein de l'Union européenne. Donc Erasmus+, c'est intéressant déjà parce qu'on part en Europe. Alors l'Union européenne ou quelques pays européens qui font pas partie de l'Union, mais qui ont des accords privilégiés, type la Norvège. Et donc évidemment, c'est des mobilités qui sont relativement faciles puisque quand on est français, en tout cas, on peut facilement, voyager dans ces pays-là. Ça ne demande pas un visa particulier. Donc là, je parle pour les étudiants qui ont la nationalité française. Vous pouvez bénéficier d'une bourse automatique et on a un grand nombre d'accords avec un grand nombre de pays, européens, d'universités européennes. Les accords bilatéraux, ce sont des accords qu'on va négocier spécifiquement, on va dire, avec un pays et certaines universités surtout du pays. Donc on vous présentera ces pays tout à l'heure. Des programmes spécifiques qui peuvent être, des cursus, négociés, avec des universités partenaires. Donc j'ai envie de dire, on rentre un peu dans le détail, des formes de départ, mais c'est parce qu'à chaque fois, ce sont des modalités de candidature qui vont être différentes. On reviendra là-dessus aussi. On peut aussi partir dans ce qu'on appelle un free mover, c'est-à-dire que vous pouvez partir dans une université étrangère avec laquelle nous, Université Paris-Saclay, nous n'avons pas d'accord ou pas de place pour vous. Donc là, c'est à vous, de prendre contact avec l'université, de voir, si vous pouvez, suivre un programme, chez eux. Mais ça signifie 2 choses, c'est que vous devez à la fois, bien sûr, vous inscrire chez nous si vous voulez le diplôme de chez nous, mais vous devez aussi vous inscrire et payer les frais, de l'université, qui vous accueille. Alors que dans les autres programmes, il y a pas vous ne payez que les frais, universitaires de Paris-Saclay. Vous pouvez aussi partir en mobilité en stage. Donc c'est vrai que quand même vous partiriez pas faire un semestre, enfin plutôt un an d'ailleurs comme on va voir tout à l'heure en licence, vous pouvez faire votre stage, de L3. Alors je sais que c'est le cas en économie et en management et je crois que c'est proposé un petit peu en droit aussi, ça dépend des parcours. Patrick, tu peux préciser là-dessus si il faut que tu ouvres ton micro. On n'a pas d'accord particulier, concernant les stages à l'étranger. On a en revanche quelques accords, spécifiques pour la recherche. Heu, voilà. Ouais, mais sinon non, c'était pas nous non plus, on n'a pas d'accord pour des stages, mais c'était dans les cursus de L3 droit. Est-ce Pardon. qu'il y a pas de stage obligatoire, mais en revanche, il y a des moments dans l'année qui peuvent être utilisés pour faire un stage en France, mais donc a fortiori à l'étranger? Oui, tout à fait. Il me semble qu'il y a un stage, en L3, à la fin de la L3 qui est possible, et qui octroie effectivement quelques crédits, je ne sais plus combien, il faudra regarder sur le contrat pédagogique. D'accord. Mais effectivement, ce stage peut être effectué à la fois en France comme, à l'étranger. Mmh. Heu et donc la convention de stage qui doit être signée dans le cadre de l'université sera signée par l'université, Paris-Saclay, donc la faculté Jean Monnet. Et par l'entreprise qui vous reçoit, c'est-à-dire, quand bien même elle serait à l'étranger.
Voilà. Voilà, d'ailleurs, il y a des conventions de stage qui sont en français et en anglais et Ouais. donc voilà. Mais encore une fois, vous n'êtes pas à trouver des stages, mais vous pouvez partir. Mais quand bien même ça ne serait pas prévu dans le cursus avec donc des ECTS, il faut savoir que dès lors que vous êtes étudiant au sein de Paris-Saclay, il est possible de faire des stages facultatifs, hein, et avec une convention signée entre l'université Paris-Saclay et l'entreprise dans laquelle vous êtes accueilli. Donc cette entreprise, elle peut être en France ou à l'étranger. Bien sûr, En le droit du revanche travail n'est pas le même en fonction du pays où vous allez puisque, voilà. Donc les règles de stage françaises ne s'appliquent pas à l'étranger, il faut voir ce qui s'applique à l'étranger. Oui, en revanche, c'est à vous de trouver, l'entreprise qui vous accueille, de c'est-à-dire l'entreprise dans laquelle vous souhaitez faire le stage. Mmh, mmh, mmh. L'université ne vous aide pas particulièrement à trouver une entreprise, donc c'est plus une question de réseau ou même de candidature spontanée, mais c'est à vous de faire les démarches et de trouver l'entreprise qui accepte, Mmh. de vous prendre en stage. Voilà. Voilà. Alors bon, séjour de recherche, je pense que vous n'êtes pas encore trop concernés, mais sachez que ça existe avec une organisation un peu différente. Donc, les principes, qu'on va retrouver, quelle que soit la destination que vous allez choisir, c'est déjà que donc vous allez concrètement, hein, vous allez valider votre, programme français, donc on va dire la licence 3, qu'elle soit en droit ou en économie management. Mais vous n'allez pas évidemment suivre les cours en France, mais vous allez trouver des cours équivalents, dans l'université qui vous accueille. Alors c'est des cours, pas nécessairement genre vous avez logistique et production en gestion, il faut absolument avoir un cours, logistique et production. Mais l'idée, c'est que le plan de cours que vous allez construire avec l'université qui vous accueille doit, refléter à peu près tous les acquis que vous auriez eus en sortant, d'une licence faite en France. Donc et sur la base de ce learning agreement que nous validerons, si vous réussissez tous vos examens, vous allez acquérir des ECTS. Et donc ces ECTS, sont, capitalisés, c'est-à-dire que si vous avez bien vos 60 ECTS quand on fait un an d'études, hein, on a 60 ECTS, vous le savez tous et vous aurez, validé vos 60 si vous avez validé vos 60 ECTS dans l'université étrangère et ben ces 60 ECTS seront repris pour valider votre diplôme, en France. Sachant que vous n'aurez pas de diplôme en revanche de votre université d'accueil, sauf si vous payez les frais d'inscription, dans l'université d'accueil en plus pour pouvoir valider votre diplôme. Mais dans le cadre d'une simple mobilité, si vous validez votre diplôme à Paris-Saclay, mais en ayant étudié à l'étranger. Et ce avec quoi vous rentrez en France, ce sont des ECTS. En revanche, vous ne ram les notes que vous avez, sont des notes qui sont, attribuées par votre université d'accueil, mais nous, on ne les reprendra pas dans votre relevé de notes, Paris-Saclay. On ne reprendra que vos ECTS. En revanche, il y aura la possibilité de faire une conversion de notes pour pouvoir avoir un document complémentaire à votre relevé de notes qui reprend juste le nombre de CTS que vous avez acquis, mais vous ne pourrez pas considérer que, par exemple, si vous avez eu, un cours, en droit fiscal, en Allemagne, la note que vous avez eue en droit fiscal en Allemagne ne sera pas reportée sur votre bulletin de notes français face à la matière, droit fiscal. Voilà, en revanche, les ECTS seront, bien reportés. Donc ça veut dire que si vous validez, bah, vous avez 60 ECTS, vous avez votre diplôme licence droit ou licence économie, gestion, en fonction du parcours choisi. Et si vous ne validez pas, c'est-à-dire que vous n'arrivez pas à acquérir vos 60 ECTS, eh bien, vous serez amené à redoubler chez nous et nous, on reportera la quasi-totalité, après on n'est pas nécessairement à 100, la quasi-totalité de vos ECTS sur, certaines matières que du coup vous aurez quand vous redoublerez, vous aurez un contrat pédagogique et dedans vous aurez validé sans note certaines UE et vous devrez repasser, les UE que vous n'avez pas validées. Donc ça, c'est quand vous partez un an et voilà, on essaye de vous faire partir au maximum un an puisque, quand vous partez 6 mois, c'est plus compliqué puisque, ben, vous n'allez pas pouvoir, la construction du relevé de notes est un peu plus compliquée, mais on y reviendra plus tard si nécessaire. Donc concrètement, l'étudiant s'inscrit dans les 2 établissements d'origine et d'accueil. Donc n'oubliez surtout pas de vous inscrire à Paris-Saclay, hein, puisque encore une fois, c'est nous qui allons vous diplômer. Donc quand bien même vous seriez à l'étranger, il faut payer vos frais de scolarité, aller à Paris-Saclay, vous inscrire comme vous auriez fait si vous étiez resté en France.
Et de la même manière, quand vous allez être nommé dans une université, l'université d'accueil va vous envoyer des informations pour vous effectuer votre inscription administrative et il faudra la faire. Même quand bien même, vous n'aurez rien à verser puisque les frais de scolarité ont été payés par Paris-Saclay. Le diplôme obtenu donc reste celui de l'université d'origine, donc ça c'est ce que j'ai dit, sauf quand on est dans un contexte de double diplôme. Donc là, c'est des cas assez particuliers. Je ne suis pas sûre qu'on ait des étudiants en ligne qui soient concernés. En tout cas, dans le cadre d'une mobilité en L3 ou en M1, vous obtenez la L1 ou la L3 ou la M1 que vous auriez suivi si vous n'étiez pas parti à l'étranger et donc dans le programme dans lequel vous vous êtes inscrit à Paris-Saclay. Il y a aussi alors la possibilité, hein, de poursuivre, des cours en français, donc de notre université en EAD. Donc en droit comme en économie et management, hein, notre pôle, d'enseignement à distance vous autorise à vous inscrire dans 2 matières. Donc si vous êtes en droit, 2 matières qui seront proposées en enseignement à distance en droit, dans notre programme d'enseignement à distance en droit. Pareil en économie et management, mais c'est une assistance en auditoire libre, c'est-à-dire que vous passerez pas les examens et vous n'aurez pas, une reconnaissance avec des ECTS. En revanche, ça peut vous permettre de compléter votre formation en vue d'un master si, vous n'avez pas, exactement les cours que vous souhaitiez avoir, dans l'université d'accueil, pour pouvoir notamment ensuite postuler dans un master. Mais cela dit, on invite vraiment les étudiants à choisir leur université d'accueil et à construire leur learning agreement avec, autant que possible tous les prérequis, nécessaires pour pouvoir candidater dans le master visé. Puisque l'EAD, ça va vous enrichir, mais, vous n'aurez pas de notes. Donc ça peut gêner les responsables de formation en master parce que, OK, il a suivi le cours, mais, qu'est-ce qui me dit qu'il a le niveau, hein? Voilà. Il ou elle d'ailleurs, on s'entend bien. Donc pour ce qui concerne, les partenaires, donc il existe en ligne, hein, une carte, des possibilités. Bon, on peut identifier des destinations sur cette carte. Nous, on vous invite plutôt parce que la carte peut être parfois un peu confuse, donc parce que ça met toutes les offres, toutes les composantes, toutes les facultés de Paris-Saclay, donc ça pas toujours évident de se repérer, nous, Jean Monnet. En revanche, on va vous mettre en ligne début novembre le tableau des offres de mobilité, notamment pour Erasmus où on a une offre, très importante pour que vous puissiez, voir les pays, les villes, les universités concernées, si c'est en droit et ou en économie et management et vous pourrez ensuite aller sur les sites des universités pour aller chercher des informations sur, les programmes que vous, pouvez suivre. Hem, voilà. Les procédures de candidature, alors on a encore un petit peu de temps, mais ça va venir vite malgré tout, hein. Et vous aurez plus de précisions lors de la réunion en janvier 2024. Toutefois, dès à présent, pensez bien à avoir un passeport à jour, surtout si vous ne partez pas, au sein de l'Union européenne, hein. Vous savez que les passeports, ça peut prendre du temps, donc anticipez et faites-le le plus tôt possible, hein. Il faut qu'il ait une validité supérieure de 3 mois après la date de retour de mobilité. Donc si, vous partez alors en septembre 2024 et vous rentrez en juin 2025, il faut que votre passeport court à peu près jusqu'à l'automne 2025, si je ne me trompe pas. Demande éventuelle de visa aussi, hein, vérifiez. Si vous partez par exemple en Chine ou à Taïwan, il vous faudra un visa, donc renseignez-vous le plus tôt possible. De la même manière, encore une fois, hein, si on a des étudiants d'origine étrangère qui n'ont pas la nationalité française, renseignez-vous aussi sur les visas pour les destinations européennes. Améliorer évidemment son niveau de langue étrangère, donc ça on en a déjà parlé, hein. Une mobilité à l'étranger, ça se prépare dès maintenant. Donc ça veut dire qu'il faut travailler, les langues dans lesquelles vous allez étudier ou, échanger dans le pays, d'accueil. Ça, c'est vraiment très, très important, mmh et j'ai envie de dire, c'est vraiment une motivation aussi, hein, de se dire: «Oh, je pars l'année prochaine, donc ça y est, je bosse mes langues». J'ai une vraie raison, hein, c'est pas juste pour valider son UE langue, ça a un vrai sens et mieux vous parlerez en arrivant, plus, la marge de progression sur place sera rapide et plus vous vous sentirez à l'aise dès le début, évidemment. Mais aussi, c'est vrai que la marge de progression, va être plus rapide et vous vous sentirez beaucoup plus à l'aise en cours rapidement. Et puis surtout, pensez à préparer des certifications de langue pour certaines destinations. On a envie de dire que quand on a une
une certification de langue, quel que soit le pays de destination, le candidature, c'est un vrai atout, hein, parce que ça prouve vraiment que ça a été reconnu, c'est pas juste une attestation d'un enseignant. Donc ça, c'est quand même un atout clair et quand on est sur des destinations qui sont très prisées, la certification de langue va vraiment peut vraiment jouer en votre faveur en complément, des notes, bien sûr. Je me Mais on va permets voir ouais, vas-y Patrick, Pardon, je vas-y. me permets d'intervenir. Même si vous avez déjà un bon niveau de langue, pensez quand même à approfondir ce niveau, puisque être à l'aise dans une langue, ce n'est pas étudier dans cette langue. Donc, vous allez être amené à devoir parfois parler ou lire des textes qui sont dans un langage scientifique qui implique donc un vocabulaire spécifique. Et donc peut-être, si vous êtes déjà à l'aise dans les langues que vous souhaitez pratiquer, peut-être justement aller voir ce langage spécifique, ce langage scientifique, pour être plus à l'aise au moment où vous arriverez sur place. Par ailleurs, quand on vous parle de certification de langue, il s'agit des certificats officiels comme le TOEFL ou le IELTS. Voilà. Voilà, et après renseignez-vous bien en fonction des destinations du certificat, privilégié. Se renseigner, donc ça on l'a déjà dit aussi, hein, se renseigner sur les logements qui sont accessibles dans les universités d'accueil. Il faut savoir que certaines universités, n'ont pas ou très peu de logements étudiants. Ça va vraiment dépendre de chaque cas, hein. C'est comme chez nous, comme pour notre Crous. Donc ça, c'est vraiment important parce que, si vous choisissez un pays et qu'au mois de juin, vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas avoir de logements étudiants et que le reste des logements dans la ville d'accueil sont inaccessibles, pour vous, eh bien, voilà, vous vous trouvez dans une situation extrêmement, délicate. Donc il faut vraiment se renseigner dès maintenant sur les possibilités de logements étudiants pour pouvoir ensuite projeter, si c'est vraiment une garantie ou pas, et donc envisager d'autres solutions. Évidemment aussi, on l'a dit, hein, préparer le financement, donc c'est calculer son budget et prendre en compte le coût de la vie du pays où vous allez candidater. Donc ça, on l'a dit au départ et on le redit parce que c'est vraiment, un élément clé aussi, pour bien vivre sa mobilité. Pour ce qui est des procédures, de candidature, donc on est, en octobre, 2023. Donc les étudiants qui souhaitaient partir au printemps 2023, j'ai envie de dire que là, ça devient, très chaud puisque, les dates limites sont ces jours-ci. Donc je laisserai Sadja éventuellement, vous dire s'il y a encore quelques ouvertures possibles, mais on est quand même, sur des délais très serrés. Donc ceux Oui, qui s là, on est quand même vers la fin des candidatures, en effet, pour le printemps. Enfin, on avait quelques places, certains se sont manifestés, mais j'avoue qu'il ne doit pas en rester beaucoup. Les voilà. nominations sont, ouais, sont presque finies. Pour ce qui est de la suite pour les départs de l'année prochaine, donc c'est-à-dire septembre 2024, donc l'étape suivante urgente, c'est pour ceux qui voudraient partir aux États-Unis, hein, c'est novembre 2023, les limites, hein, on vous donnera la date exacte, tout à l'heure. Enfin, la limite est le 11 décembre 2023, mais ça veut dire qu'il faut préparer son dossier avant le 11 décembre 2023, bien Ouais. évidemment. Donc ça veut dire que, c'est le gros, gros projet, de novembre D'ailleurs, on a fait et passer, oui, pardon Valérie, des annonces je planning t'en prie. en ce sens, parce que, pour BCI et MCFA, ils demandent le TOEFL et donc on a fait partir des annonces. A priori, les étudiants doivent, parce que je crois qu'il faut qu'ils passent, cet examen avant fin octobre. Donc vraiment là, c'est un peu short quoi, on est dans les clous pour, mais MICEFA, la nomination, c'est assez tôt en effet. On a fait Donc on partir, oui. vas-y. Non, non, mais c'est ça. Voilà, donc on Je voulais reviendra sur le MICEFA après, mmh. vous expliquer ce que ça veut dire. Ensuite, et puis pour, une autre étape, c'est janvier-février 2024 pour les dossiers BCI. Donc les dossiers BCI, ce sont certaines universités, canadiennes, québécoises. D'ailleurs, je précise que MICEFA, c'est États-Unis et quelques universités canadiennes anglophones. On reviendra là-dessus. Donc BCI, janvier, hein, donc c'est pour, un certain nombre d'universités, québécoises dont on va parler tout à l'heure et les dossiers aussi, hein, préparer les dossiers, Erasmus+, quand même, hein, puisque, février, début mars,
nous aurons les entretiens de présélection pour les étudiants qui postulent en Erasmus+, et dans certains accords bilatéraux, comme par exemple la Chine, Taïwan et le Japon, où les entretiens ont lieu début mars et ensuite on envoie les dossiers. Donc ça veut dire quoi, entretien de présélection? Ça veut dire que, une fois que vous allez avoir remis vos dossiers, au service des relations internationales de la faculté, Jean Monnet, que vous allez les avoir déposés, il y a une procédure, sur MoveOn, mais ça, on reviendra là-dessus en janvier. Vous déposez en ligne vos dossiers et à ce moment-là, eh bien, vous serez convoqués à un entretien, dans la langue dans laquelle vous allez, étudier ou en tout cas étudier principalement le pays où vous allez partir. Donc, des entretiens en espagnol si c'est en Espagne, italien si c'est en italien, allemand si c'est l'Allemagne, et ou si sauf si le programme est complètement en anglais, auquel cas vous aurez comme les autres qui vont dans, des pays, où l'anglais est privilégié, eh bien vous aurez l'entretien en anglais. Donc, ça sera, au mois de mars, il y aura un entretien à la fois, de vérification de niveau de langue, donc il y aura un professeur de langue, qui sera là pour, valider ce point-là. Mais il y aura aussi, ce même entretien portera aussi sur le projet professionnel ou d'études après la L3, hein. Donc essayez de comprendre, on est là pour vérifier que votre projet de mobilité à l'international est bien adapté à ce que vous voulez faire après. De toute façon, vous ne vous trouvez pas coincé quand vous allez vouloir postuler en master et que, avant même que vous ayez candidaté, vous vous rendiez compte, que vous n'avez pas les prérequis pour postuler dans le master en question. C'est aussi, vérifier votre motivation. Donc c'est pas, simplement la motivation de passer une frontière, mais c'est aussi la motivation d'étudier une certaine discipline à l'étranger. Donc ça veut dire, aller voir précisément, hein, sur les sites des universités d'accueil, là, ce que proposent comme enseignement ces universités, hein. Donc et on est vraiment dans ces entretiens, notamment les entretiens en anglais, il y a aussi, Patrick Boitong et moi, hein, et d'autres enseignants. Et là, on est vraiment extrêmement exigeant aussi sur, qu'est-ce que ça va vous apporter d'un point de vue universitaire? Et c'est vrai que les étudiants qui arrivent, et on en voit plus qu'on ne croit, qui nous disent: «Bah, moi, j'ai choisi l'Italie parce qu'il y a du soleil, il fait beau et c'est tellement, on mange tellement bien là-bas». Bon, c'est très bien, bien sûr qu'il faut aussi, choisir un pays qu'on a envie de découvrir, hein, bien on est bien d'accord. Mais, ne pas être allé voir les programmes de formation des universités dans lesquelles vous candidatez, c'est quand même un non-sens, hein, à plusieurs points de vue. Et bien sûr, ce que j'ai dit, on vérifiera bien sûr votre niveau académique et votre niveau linguistique à ce moment-là. Sachant que les sélections ensuite, hein, suite à ces entretiens, nous, on va, nominer, on dit, les étudiants, proposer en tout cas aux étudiants des destinations en fonction, des préférences qu'ils avaient émis. Et bien sûr, il y a un nombre de places limité, hein, à chaque fois. Et donc, eh bien, on va donner priorité, aux étudiants qui ont un très bon niveau ou un bon niveau académique, mais aussi un bon niveau linguistique. Mais bien sûr aussi un étudiant qui, en plus, est capable de nous, justifier, hein, ce choix, sa motivation, à différents points de vue. Donc suite à ces entretiens de présélection, donc nous, on vous fait des propositions, une proposition de destination, sachant qu'en amont, vous aurez pu enregistrer 10 choix, hein, c'est un peu c'est 10 choix, hein, je ne me trompe pas. Donc c'est un peu Oui, Parcoursup, c'est hein. ça. Oui, c'est ça. Voilà, ça va vous Alors, ils rappeler sont pas des obligés, mais ils ont jusqu'à 10 choix. voilà, Ils mais peuvent en mettre 3, 4, 5, ce qu'ils ouais. veulent. Ils ont On a la rarement 10 possibilité. choix quand même. Moi, j'ai Non, on a pas rarement non, non, on a rarement 10 choix, mais ils ont cette possibilité, mais bon, non, non, ça s'arrête à la plupart du temps à 3, 4 choix. voilà. Et pour qu'on puisse savoir si vous n'aviez pas votre premier choix, est-ce qu'on peut vous donner votre deuxième choix? Voilà, il y a Ouais. ce jeu-là. Ensuite, on Forcément que vous tout le monde n'aura pas oui, en effet, son premier choix, donc c'est pour ça que c'est pour ça faut que oui, il faut pas rester sur un choix et se dire: «Ah bah non, je veux que ça, j'irai que» non, enfin, puisque tout dépendra de l'entretien que vous ferez passer et des dossiers qui seront présentés. Dans la et mesure en du possible, oui, c'est ce que vous faites, mais en effet, tout dépend des dossiers comme enfin, on prend les meilleurs, par exemple, pour la Chine, il y a certaines destinations où les dossiers doivent vraiment être, conséquents, quoi, importants.
Et alors après, c'est pas pour ça qu'il faut mettre une liste très longue. Il faut vraiment mettre dans Non. la liste que des pays, des Oui, destinations qui vous intéressent. oui, Parce que si vraiment vous avez 3 destinations qui vous donnent envie, c'est pas la peine d'en mettre une quatrième si la quatrième ne correspond pas à vos choix. Il vaut mieux exactement. rester en France. Enfin, voilà, hein, la mobilité internationale, rester en France, c'est pas non plus la catastrophe, hein, loin de là. Donc, faut vraiment que ça soit une destination qui vous convient et qui correspond à votre projet. Ouais. Euh, et donc, en mars, fin mars, début avril, on vous fait une proposition d'affectation pour les candidats Erasmus+ et bilatéraux. Et là, vous êtes libre de dire: «Bah, non, finalement, je ne veux pas y aller». Et en fonction de votre réponse, ça faudra dégainer assez vite, hein, de répondre assez vite. Et nous, en fonction de la réponse que vous ferez à Sadia et Laurence, eh bien, vous serez nominés par la direction des relations internationales auprès des universités où vous souhaitez, auprès de l'université où vous souhaitez aller. Et à ce moment-là, ce qu'on appelle nominé, hein, c'est comme au César, c'est pour ça qu'on a la palme ou le César, mais l'université évidemment d'accueil choisira ou pas de vous prendre. Bon, si on a fait une sélection en amont, en général, à part peut-être certaines universités qui pourraient être extrêmement exigeantes, type États-Unis, MICEFA ou Canada, si nous on vous propose, en général, les universités vous acceptent. Et en mai, nous aurons la 3e réunion d'information. Donc là, vous saurez où vous allez et donc ça sera la réunion d'information, départ, préparation des plans de cours, learning agreement, et cetera. Alors les procédures de candidature, donc on a parlé de différents programmes. Le programme MICEFA. Donc le programme MICEFA, ce sont certaines universités américaines, États-Unis et certaines universités canadiennes anglophones. Donc ces mobilités, elles sont gérées directement par la direction des relations internationales qui se trouve à Orsay. Et donc pour candidater, vous devez aller sur le site de l'université Paris-Saclay. Je vous ai mis le lien. Donc je ne sais pas si vous pourrez l'ouvrir depuis le PowerPoint, qui sera mis en ligne. Mais de toute façon, si vous allez sur le site de l'université Paris-Saclay, que vous tapez MICEFA, vous allez arriver tout de suite sur la page et là, vous aurez toutes les informations pour candidater. Vous aurez même un renvoi sur le site MICEFA à proprement parler qui présente les universités d'accueil, mais aussi les conditions, hein. Donc autant partir en mobilité en Erasmus tant qu'il y a de la place et si on a un dossier très correct, on a des chances de partir. En revanche, MICEFA, ils sont extrêmement exigeants par rapport aux notes. Et je pense aussi qu'ils demandent aussi enfin, ils ont des exigences aussi financières, c'est-à-dire qu'un étudiant qui part là-bas doit garantir avoir un certain montant sur son compte en banque. Voilà, donc tout ça, c'est précisé, donc allez voir sur le site. On vous a juste mis que le minimum, mais c'est vraiment le minimum, c'est 12 de moyenne en licence 1 à l'université Paris-Saclay et une validation de TOEFL de minimum 80 sur 120, mais ça peut être beaucoup plus, ça dépend des universités. Donc vraiment, allez vous renseigner. Il est plus que temps de se renseigner si vous avez envie de partir aux États-Unis ou dans des universités canadiennes anglophones, puisque la clôture est le 11 décembre. Voilà, il faut vraiment savoir que c'est sélectif, hein. Donc, si vous avez un très bon dossier, allez-y, hein. Nous, en ce moment, on a un étudiant qui est en économie, qui est parti à l'université de York au Canada. Et voilà, il avait un très bon dossier, hein. Donc, si vous avez un très bon dossier, ne vous censurez pas, allez-y. Les programmes BCI, c'est le programme québécois d'échange d'étudiants. Donc là, c'est pareil, c'est géré directement par la direction des relations internationales à Orsay. Et là aussi, vous avez un espace sur le site de l'Université Paris-Saclay qui vous indique toutes les conditions et les modalités de candidature pour ces universités. Et vous avez aussi la liste des universités qui sont partenaires, sachant, je crois, ma mémoire est bonne, je vous ai mis non, je ne vous les ai pas mises, mais vous les avez sur le site des universités. Donc, il n'y a que des universités francophones, sauf une qui est Bishops, qui est une université anglophone. Donc, c'est une université qui se trouve au Québec, majoritairement langue française, mais il y a quand même une université anglophone. Donc là aussi, renseignez-vous dès maintenant pour bien comprendre quelles sont les conditions, certification, revenus, etc., etc. Et les candidatures doivent clôture le 19 février 2024.
Pour ce qui concerne les accords bilatéraux, donc c'est des accords qu'on a signés en one-to-one avec une université dans un pays donné, contrairement aux 2 programmes précédents qui souvent impliquent aussi le pays, enfin la diplomatie du pays, ou en tout cas un organisme transversal aux universités. Les accords bilatéraux, eh bien, là, ça va aussi les conditions vont dépendre, des destinations, donc bien regarder et les candidatures sont avant le 1er mars 2024. Je vais revenir sur les destinations, ouvertes qu'on a mises à jour et que vous avez dès à présent. Quant Erasmus+ et vous aurez le détail des destinations, très prochainement sur le site de Jean Monnet. Maintenant, sachez que alors ça va dépendre, hein, en fonction de l'économie, management ou droit, mais on a de nombreuses destinations en Espagne. On a des destinations à Lisbonne et à Porto, au Portugal, donc. Destinations aussi dans plusieurs universités en Italie, et puis en Allemagne, à Zurich. Voilà, exemple type hein, de pays non européens au sens Union européenne, mais européens et qui donc a des accords particuliers. Et puis, on a aussi pas mal d'universités partenaires dans le cadre de notre alliance européenne, UGLO. Hein. Donc, je vous invite à regarder. Et des pays qui peuvent être plus accessibles d'un point de vue pouvoir d'achat, comme la Pologne, la Hongrie, qui sont aussi, ou la Tchéquie, qui peuvent être des destinations aussi très intéressantes pour vous. Ensuite. Alors, pour ce qui est des accords bilatéraux, on a fait le point. Donc, on a une destination au Brésil où nous avons 4 places. Alors, parfois, les places sont en concurrence avec les autres facultés de l'université, mais ça n'empêche pas de candidater parce que tant qu'il y a des places, c'est qu'on nous les donne très bien. Donc, le Brésil, l'université de Minas Gerais, donc allez regarder. Je ne sais pas ce qu'en pense Patrick par rapport au droit. En économie management, il y a des matières hein, qui sont sur cette discipline-là. Donc, regardez bien quand même, parce qu'on est dans un format universitaire avec des contenus qui peuvent être assez différents que des contenus, on va dire, habituellement en France. Donc, regardez bien les cours qui sont à votre disposition. Certains sont en portugais, je crois qu'il y en a certains en espagnol et certains très certainement, je le sais, en anglais. Donc, regardez bien là, encore une fois, quels sont les cours en anglais si vous ne parlez pas portugais ou espagnol et dans quelle mesure ça vous intéresserait en termes de contenu universitaire. Le Canada, on a l'Université de Montréal, en droit uniquement. Là aussi, vérifiez bien les conditions d'acceptation et notamment de notes. La Chine, donc la Chine est un partenaire avec l'Université de Wuhan, où il y a 15 places pour droit, économie et gestion management. Donc chaque année, avec le Covid, on n'a évidemment pas envoyé d'étudiants, mais là, depuis cette année, de nouveau, des étudiants sont partis. Le Japon, Nagoya, donc il y a très peu de places puisque on partage notre quota avec la physique, l'Université Paris-Saclay. Donc 3 places, mais typiquement cette année, nous avons des étudiantes qui sont parties à Nagoya, au Japon, en droit. Donc évidemment, là, l'enseignement est en anglais. Nous avons l'université de Japon, Zendai, Dohoku. Alors je pensais l'avoir retiré. A priori, je ne l'ai pas retiré. Il y a une place qui est en vive concurrence avec d'autres facultés. Voilà. Alors, en droit, déconseillé et en économie-gestion, vous pouvez jeter un coup d'œil. Mais bon, on ne vous pousse pas nécessairement vers cette destination qu'on maîtrise beaucoup moins et qui a finalement très peu de place. Le Mexique, Colima, donc là, 6 places. Donc, ça fait longtemps qu'on n'a pas envoyé des étudiants là-bas, mais n'hésitez pas à les regarder pour ceux qui sont hispanophones. Le Royaume-Uni, donc là, tout nouveau, le Royaume-Uni s'ouvre à nouveau avec un accord avec l'université de Sheffield en droit, en économie et en gestion. Donc, peut-être que d'ici quelque temps, on aura d'autres accords, mais pour l'année prochaine, pour le moment, on a ce nouvel accord qui vient d'ouvrir, et le seul. Et on a Taïwan qui peut être une bonne alternative à l'université de Wuhan en Chine, et qui, là aussi, on a des étudiants qui sont partis en droit, en économie et en gestion.
En tout cas, moi, en gestion et en management, j'en ai dans les 2 universités. Donc c'est la première année qu'ils sont partis là-bas. Pour le moment, ça a l'air de bien se passer avec, des cours, principalement en anglais, mais bien sûr des cours, d'enseignement de langue chinoise pour, perfectionner son chinois. Donc ça, c'est assez intéressant, notamment pour les étudiants en DU. Pour les bourses, je ne vais pas, développer, plus que ça, mais puisque, les informations, vous les aurez précisément en vous connectant sur le site de Paris-Saclay pour voir tous les financements qui sont à votre disposition pour partir à l'étranger. En revanche, retenez une première chose, c'est que si vous partez dans un programme Erasmus+, tous les étudiants ont droit à une aide de mobilité, quelle que soit votre situation, financière. Donc ça, c'est automatique. Vous avez, un certain montant, par mois. Alors soit il vous est versé tout d'un coup au début, ou progressivement, mais en tout cas tous les mois et Erasmus+, ça va osciller, oui, entre, pour les études, entre 200 350 €, à peu près. Voilà, c'est un ordre d'idée, hein. Ça va dépendre du pays de destination et du niveau de vie, hein, donc du coût de la vie sur place. Évidemment, si vous partez dans un pays, comme l'Allemagne, par exemple, à Munich ou à Hambourg, vous aurez certainement plus que si vous partez, en Tchéquie, en Pologne, puisque le coût de la vie est bien plus élevé et les coûts du logement est bien plus élevé, donc c'est adapté à ça. Sachez aussi que les bourses Erasmus+ sont aussi proposées pour tout stage en mobilité au sein de l'Union européenne et des pays partenaires comme la Suisse ou la Norvège. Donc pensez-y, hein, les étudiants y pensent moins parce que c'est vrai qu'ils sont moins dans le circuit préparation d'un dossier pour les études à l'étranger. Mais quand vous partez en stage, vous avez droit à une aide à la mobilité. Alors peut-être pas tous les ans de votre licence, mais si mes mémoire est bonne, vous avez droit à une aide une fois dans votre cursus de licence, une fois dans votre cursus de master pour un stage. Et c'est pareil pour les mobilités à l'étranger, mais enfin, en général, vous ne partez pas plus d'une fois, dans votre cursus, en tout cas licence. Voilà et puis sinon, il peut y avoir aussi des aides, hein, qui vont être soumises à des critères sociaux, des aides de la part de Paris-Saclay ou d'autres types d'aides et aussi qui peuvent être soumis à des critères d'excellence académique et notamment l'université Paris-Saclay, fournit une bourse fondée sur l'excellence, donc d'avoir des très bons résultats pour des stages. Donc ça aussi, n'hésitez pas à aller regarder et voir si vous êtes éligible. Et puis après, il va y avoir, hein, des aides spécifiques en fonction éventuellement des destinations, comme par exemple à Taïwan, hein, NYUC propose, hein, une scholarship pour les étudiants qui viennent étudier chez eux. Donc voilà, donc ça, c'est à étudier à chaque fois dans chaque université où vous souhaitez postuler, voir s'il y a des aides spécifiques. Euh, J'en ai presque, fini. Je laisserai, mes collègues compléter éventuellement. Donc là, les contacts, eh bien, donc vous avez, tous les mails. Donc je rappelle, hein, Sadja Meshkad, responsable des services séries. Vous avez, son mail personnel, mais on vous conseille enfin personnel, son mail, nominatif à l'université Paris-Saclay, mais on vous conseille de passer plutôt par l'adresse ERI, hein, puisque cette adresse Oui, ERI, elle permet de diffuser à la fois auprès de Sadja et de Laurence, qui sont toutes les 2 là pour pour vous répondre. De la même manière, vous avez le mail de Laurence et pour, ce qui serait plutôt d'ordre pédagogique, hein, donc des questions par rapport à votre poursuite d'études, des questions par rapport au type de cours que vous voudriez prendre par rapport à votre projet à venir. N'hésitez pas à contacter donc pour ce qui est du droit, Patrick Boitong et pour ce qui est, de l'économie et de la gestion, moi-même, si je peux dire. Et puis, vous avez aussi, hein, sur le site internet de la faculté, dans la rubrique internationale, un foisonnement, d'informations, sur nos mobilités, des informations, d'actualité, mais aussi la possibilité de suivre, les étudiants qui sont déjà partis, hein, qui ont déposé pour certains, des rapports, d'échange. Mais il y a aussi vous pouvez aussi vous connecter sur, les réseaux sociaux, des associations, de la faculté Jean Monnet, donc notamment Erasmove, hein, donc là, on vous a mis le lien vers leur site internet et Insta et n'hésitez pas à les contacter, hein, ils sont tout à fait disponibles pour vous mettre en contact avec d'autres étudiants qui sont partis ou même certains, ont eu des mobilités. Et puis les associations donc pour les étudiants germanophones, les étudiants espagnols et chinois.
Donc, n'hésitez pas. Alors, mon lien a dû sauter pour le site Chine. Je ne sais pas pourquoi. Mais bon, je vais vérifier ça tout à l'heure, ou du moins demain. Et donc voilà, n'hésitez pas à contacter les étudiants et n'hésitez pas à aussi nous contacter éventuellement si vous souhaitez avoir les mails d'étudiants qui sont déjà partis dans les destinations qui vous intéressent ou qui sont sur place. J'ai envie de dire que c'est une source extrêmement précieuse d'informations que de questionner les étudiants qui y sont allés, puisqu'ils pourront beaucoup mieux vous informer sur concrètement comment ça se passe pour trouver un logement, la vie sur place, éventuellement les cours au final, comment ça se passe, qu'est-ce qu'il faut mieux prendre. Enfin, voilà, nous, on n'a pas fait ces mobilités-là, on aurait bien aimé, mais bon, on va pas pouvoir y aller. Donc, on connaît un peu les pays où vous allez, on a des contacts plus ou moins proches avec certaines universités, donc on peut évidemment vous renseigner. Mais de toute évidence, les bons contacts, c'est aussi les étudiants. N'hésitez pas à les contacter, donc à prendre contact avec nous. Et Euh, si je peux me permettre, excuse-moi Vas-y, Valérie, vas-y. on est également sur un projet d'organisation, enfin on souhaiterait organiser un forum des ambassadeurs et là j'invite un peu tout le monde à venir. Bon, ce sera à Sceaux, mais si vous avez la possibilité, ce sera entre le 15-16 janvier avant le démarrage des TD. Et l'idée, c'est aussi d'avoir des témoignages d'anciens étudiants qui sont partis. Donc là, on est encore sur l'organisation, on espère avoir un maximum de personnes, mais c'est vrai que ce sera intéressant que les étudiants viennent parce qu'il y aura également des étudiants Erasmus entrants. Donc pour tout ce qui est question logement et tout, il peut y avoir un bel échange lors de cette journée Forum des ambassadeurs, mais je ferai passer des annonces planning. Il faut juste voilà, bien checker ses mails, bien vérifier les mails, mais l'idée, c'est qu'ils aient le maximum d'informations voilà, avec des étudiants qui sont partis en mobilité. C'est Voilà, vraiment un juste moment pour hyper important pour se projeter, pour oui, vérifier si vous êtes prêt à exactement. partir. Mmh, Et puis, si vous êtes vraiment convaincu, posez des questions pratiques. c'est ça. J'en ai à présent fini sur la présentation. Patrick, j'ai mobilisé la parole. Bon non, écoute, Non, j'ai non. pas grand-chose à ajouter, si ce n'est vraiment cette idée, enfin, je ne fais que répéter ce que Valérie a déjà dit, mais j'insiste quand même sur cette idée que il est important pour vous de rechercher enfin, les matières que vous pourrez étudier à l'étranger et pas seulement choisir sa destination en fonction de vos préférences personnelles, ou en tout cas pas exclusivement, et vraiment de s'intéresser aux matières que vous allez étudier à l'étranger. Et c'est ça qui doit guider votre choix principalement, puisque c'est la cohérence quand même de vos choix d'études pour la licence qui permettra de déterminer vos éventuelles sélections en master. Donc encore une fois, c'est l'inscription de ce projet de mobilité internationale dans votre parcours universitaire qui importe et ce à quoi finalement Valérie et moi on sert. Voilà. Donc si vous avez des questions sur ces points, n'hésitez pas à nous contacter. Et justement sur certaines destinations sont plus propices à certaines matières, certaines spécialités. Et ça, pour le savoir, il n'y a rien de mieux que de justement en discuter avec ceux qui sont déjà partis ou ceux qui viennent de là-bas. Donc, le forum des ambassadeurs serait l'occasion idéale pour ça. Voilà. Eh bien, alors je ne sais pas s'il y a des questions dans la discussion. Euh, Patrick y est-ce- a répondu. J'ai D'accord, répondu à la mesure. super, Ouais, tu as répondu. ouais, au fur et à Euh, mesure. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions des étudiants qui peuvent ouvrir leur micro Alors, pour l'Allemagne, la certification est conseillée. Euh, Alors, pour l'Union européenne, les certifications ne sont pas obligatoires. Maintenant, pour la certification en Allemagne, savoir ce qui satisfait le mieux les Allemands, je pense que la meilleure solution, c'est de demander à votre prof d'allemand. Ça sera la meilleure solution, la meilleure réponse que vous puissiez avoir. Globalement, retenez aussi que une certification sera toujours valorisée par rapport à l'absence de Mmh. certification. Donc ça, c'est certain. Si vous avez une certification dans votre dossier de candidature Mmh. contre un dossier de candidature qui n'en a pas, bon, bah, Mmh. celui qui a un certificat sera privilégié.
Voilà. Quant à la question de savoir si le fait de ne pas avoir de notes vous pénalise pour la sélection des masters, pas nécessairement, puisque encore une fois, ça prouve que vous avez suivi ces cours à l'étranger. Et ce n'est pas parce que vous n'avez pas de relevé de notes officiel que vous ne pouvez pas fournir une conversion de notes officieuse. Et la plupart du temps, en réalité, vous serez amené à le faire. Quand vous allez candidater en master, vous allez joindre à votre dossier vos relevés de notes de la L1 et de la L2, ainsi que votre diplôme, enfin votre certificat de mobilité avec l'équivalence des crédits qui prouve que vous avez suivi ces cours. Et en réalité, la plupart du temps, vous allez aussi joindre une conversion de notes, même si elle n'est pas officielle, c'est-à-dire qu'elle n'est pas prise en compte et qu'elle n'est pas demandée. Voilà. Quand vous rentrez, en fait, vous nous renvoyez concrètement votre relevé de notes pour qu'on puisse dire, OK, vous avez validé ou pas votre année. Et on vous propose de compléter un document qui est préformaté de conversion des notes. Et donc, vous allez convertir vos notes sur la base d'un tableau de conversion qu'on vous transmettra et qui permettra de dire, bon, bah voilà, un 6 dans tel pays, 6 sur 7, ou 6 sur 10, enfin, voilà ce que vous voulez, ça vaut tant en France, etc. Tout en sachant que même les systèmes de notes sur 20 dans d'autres pays ne sont pas, un 12 en Italie n'est pas un 12 en France, par exemple. Donc ça, vous aurez un tableau, vous le complétez, on vous donnera la procédure et à ce moment-là, on validera et on vous tamponnera. Donc vous pourrez toujours fournir ce document que nous aurons signé, qui accrédite la conversion de notes. Pour les préparations aux certifications IELTS et TOEFL, effectivement, enfin, je ne savais pas, moi, personnellement, que vous n'étiez pas convié en tant qu'étudiant à Orsay. À mon sens, il me semble que vous pouvez effectivement passer le certificat en candidat libre, mais je ne sais pas si c'est ouvert pour l'organisation des TOEFL à la fac. En revanche, vous pouvez passer en candidat libre en dehors de la fac. Ça implique néanmoins de payer les frais pour passer le TOEFL à la fac. Moi, je me souviens que quand j'étais étudiant, j'ai passé le TOEFL, mais indépendamment de l'université. Donc, je l'ai De fait. toute façon, même en France, même au sein de l'université, vous allez payer des frais pour, Bien passer sûr. votre TOEFL. C'est organisé par la fac, mais vous payez aussi. Voilà. Pour la mobilité en Chine, faut-il commencer à préparer le visa dès maintenant? Alors ça, Bah, ça, faut vous renseigner auprès, de l'ambassade du consulat chinois, hein, savoir si, combien de temps il faut pour, faire un visa. Oui, puis il faut déjà être sélectionné, donc mais bon, oui, elle peut toujours se Mais renseigner. on peut toujours se renseigner, Ah ouais. voilà, pour avoir une idée. Mmh. oui. Effectivement, de toute façon, il faudra fournir, au consulat Ouais. chinois, la raison pour laquelle vous allez en Chine. Donc de toute façon, vous ne pourrez pas le faire tant que vous n'aurez pas la confirmation de votre acceptation. Pour les mobilités d'un semestre, c'est plus particulier parce que c'est généralement, enfin, la difficulté de la mobilité au semestre, c'est que les calendriers universitaires de la France et des autres pays ne correspondent pas toujours, ce qui vous fait soit rater des examens, soit rater des cours la plupart du temps. Et en termes d'organisation, c'est compliqué aussi puisque les relevés de notes n'arriveront pas en même temps et donc les crédits que vous allez obtenir à l'étranger sont parfois trop nombreux ou pas assez nombreux pour compléter votre année. Surtout que vous ne savez pas, on ne sait pas au moment où vous partez, par exemple au second semestre, si vous avez validé votre premier semestre. C'est-à-dire qu'on ne sait pas combien de crédits il vous faut pour valider votre année. Donc ça complique considérablement les choses. Ça ne veut pas dire que c'est impossible, c'est juste que nous, on privilégie les mobilités à l'année. Quant à l'université Sheffield au Royaume-Uni, c'est normal qu'elle n'apparaisse pas encore sur le site puisque c'est un accord qui est vraiment tout récent. Donc, il faut qu'on mette le site à jour. Pour si je peux me permettre, pour revenir sur cette histoire de semestre, effectivement, en fait, vos contrats pédagogiques à Paris-Saclay sont organisés par bloc et ne sont plus par semestre. Donc vous avez des matières dans le bloc 1 que vous allez passer soit en S1, soit en S2 ou S3, S4, enfin bon, on se comprend. Là, si vous partez un semestre, on va vous remettre sous format, semestre. C'est-à-dire que si vous partez, par exemple, au S5, eh bien, vous allez devoir valider votre S5 dans votre université d'accueil pour avoir 30 ECTS, puisqu'en général, on a à peu près ça par semestre, hein. Et ensuite, vous allez devoir valider votre S6 chez nous avec 30 ECTS. Mais il n'y aura pas de compensation
entre les semestres. C'est-à-dire que si vous n'avez pas la moyenne sur le S5 à l'étranger, eh bien, vous serez obligé de refaire votre S5 l'année suivante. Si vous n'avez pas votre S6, voilà, il n'y a pas de compensation. Alors que si vous partez un an, en fait, comment ça fonctionne? Vous allez accumuler vos ECTS. Que vous ayez suivi les cours en S5 ou en S6, on va tout accumuler. Si vous avez 60 ECTS, vous validez. Si vous ne validez pas, nous, on a instauré une règle, c'est-à-dire, mais que vous avez 10 de moyenne, eh bien, par compensation, on considérera que vous avez validé votre année. Donc, c'est là que va rentrer en jeu notamment l'histoire de la conversion des notes. Puisque il y a des étudiants, par exemple, ils vont avoir, je ne sais pas moi, 55 crédits en rentrant de leur mobilité sur l'année. Et au final, ils ont 10,5, 11 de moyenne. Bon, ben, on va leur donner leurs 5 derniers crédits. Il y a un jeu de compensation qui se fait sur l'ensemble des matières de l'année. Alors que si vous partez au semestre, ben, la compensation, elle se fait sur un semestre. Voilà. Autre question? Alors moi, je voulais juste ajouter, je ne sais pas s'il y a des étudiants qui prévoient qui sont en L3, qui prévoient d'aller en L3 comptabilité contrôle. Donc, il faut savoir que on peut partir en économie management, on peut partir en mobilité si on prévoit d'aller en économie management, soit en parcours économie appliquée, soit en parcours gestion des entreprises. Il n'y a pas de mobilité à l'international pour les étudiants qui candidateraient au parcours, enfin qui iraient au parcours, dans le parcours comptabilité contrôle. Donc ça, déjà au niveau de la L3, c'est problématique. Et de la deuxième chose, quand bien même vous auriez choisi la mobilité en licence parcours gestion des entreprises en L3, vous pouvez partir à l'étranger. En revanche, si vous voulez postuler en master CCA, donc comptabilité contrôle audit, ça peut être risqué. Hein. Typiquement, notre master CCA n'aime pas trop les dossiers d'étudiants qui sont partis à l'étranger pour une raison assez simple, c'est qu'il faut un certain nombre de prérequis en comptabilité française qui évidemment ne vont pas être acquis à l'étranger. Et donc, c'est des étudiants qui vont arriver très fragilisés, notamment en vue de passer tous les diplômes d'expertise comptable, les différentes étapes en question en master. Donc, c'est vrai que les responsables du master évitent de prendre des étudiants qui sont partis en mobilité à l'étranger. Ça peut arriver, il y en a qui l'ont fait. Mais voilà, ça peut être risqué. Alors, la mobilité correspond à la durée de l'année. Alors, ça va dépendre. Je n'ai pas lu tout. C'est quoi Donc, si le calendrier de cette université court d'octobre à juillet, ce sera cette durée. Tout à fait. Complètement. Complètement. En fait, vous allez vous caler sur le calendrier. C'est notamment le cas alors de l'Allemagne, pas toutes les destinations, parce que je sais que Kiel, ils ont commencé en septembre, mais je vois que à Munich, la Ludwig-Maximilian Universität, là, je reçois les learning agreements des derniers learning agreements de mes étudiants parce qu'ils commencent tout juste leur année, en fait. Ils ont commencé là le 10 octobre. En revanche, le premier semestre va se terminer en février. Généralement, ils ont une pause en mars et ils repartent jusqu'en juillet. Voilà. Donc, c'est vraiment regarder d'une part, évidemment, les cours qui sont proposés, mais regardez aussi les calendriers. Alors bon, en priori, ce n'est pas un problème si vous partez un an, mais si vous avez des contraintes par ailleurs, regardez bien. Il y a d'autres questions? Non? Bon, bah alors on va arrêter l'enregistrement. Je ne sais pas comment on l'arrête, donc ça va bien commencer. De toute façon, si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers nous. N'hésitez pas à contacter RI, le mail RI. Donc, vous aurez soit Sadia, soit Laurence. Montez-nous, oui. Venir Voilà. nous voir s'ils ont Et la puis monter, possibilité. voilà, Oui. au 4e étage. Évidemment, vous êtes hors Pour C, ceux donc qui c'est sont... moins évident. Mais si vous avez l'occasion de passer, passez. Et puis, essayez vraiment de vous libérer. Il y a pas les TD ne sont pas encore commencés pour la journée des ambassadeurs parce que c'est vraiment un moment important pour préparer sa mobilité. Eh bien, on vous souhaite une excellente soirée. On vous remercie beaucoup de votre attention. On espère avoir été clair. Et puis, pour ceux qui réécouteraient
en streaming notre superbe vidéo, eh bien, c'est pareil, vous n'hésitez pas à nous contacter si des choses sont pas claires. Eh bien, on vous souhaite une très bonne À soirée, bientôt. et puis, Bonne une soirée. bonne semaine de pause puisque vous avez, je crois, une semaine de pause, en tout cas les licences, à partir de vendredi soir. À très bientôt. Au À revoir. Au bientôt. revoir. Au revoir. Alors, je fais comment? Je ferme? Oui. Bonne soirée Valérie, bonne soirée Patrick. Salut! Salut. Donc ça, en fermant la croix, ça a enregistré, ça a arrêté? Non, non. Ouais, Non, normalement, non, ouais. ça enregistre toujours, hein. Bien, arrêtez l'enregistrement. Donc tout le monde a rigolé sur la fin, on arrête.